Je voudrais parler du mot observation par rapport à l'enseignement et la pratique du yoga. Je sais que dans beaucoup de pratiques, on est demandé par notre prof ou on est conditionné à avoir une certaine pratique de poser une intention sur notre pratique. Et moi aussi, j'ai vécu longtemps ce genre de pratique avec mes profs où on pose une intention sur une pratique, sur un mantra, sur un mudra. Et poser une intention, c'est une bonne chose, mais avec mon expérience maintenant, je sens que poser une intention ou travailler avec les intentions, c'est une pratique avancée. D'abord, on doit commencer par l'observation. L'observation est fondamentale dans ma pratique et dans ce que j'enseigne aux autres. Dans mon parcours, l'observation est rentrée vraiment quand moi, je voulais être sûre que le yoga marchait, que je n'inventais pas quelque chose dans ma tête. Depuis toujours, il est important pour moi de voir la réalité que je vis. Je ne veux pas vivre dans une illusion, même si, voilà, je vais toujours vivre dans une certaine illusion, mais dans ma démarche et mon chemin spirituel, il est important pour moi d'aller de plus en plus vers ma vérité, vers une certaine réalité des choses. Donc, même dans le yoga, il était important pour moi personnellement d'être sûr que je ne créais pas un cinéma ou un spectacle, une pièce de théâtre autour du yoga, que le yoga marchait vraiment. Donc j'ai décidé d'observer tout simplement les effets du yoga et tous les autres aspects du yoga comme le mudra, comme le mantra, etc. Donc pendant longtemps, quelques années, je faisais que ça. Donc je faisais que observer les effets du yoga. Et maintenant, je vois que l'observation est fondamentale dans la pratique du yoga. Quand j'enseigne une séance en cours normal, quand je forme les gens qui vont être professeurs du yoga, on parle de l'observation, de l'observation, de l'observation. Pendant tout le cours, je dis observez les effets de ce mudra. Observez les effets de la pratique. Observez les effets du mantra. Je ne veux pas qu'on impose un résultat sur la pratique. Donc, imaginons que je vais proposer une certaine mantra et je vais dire le mantra de Ganesh comme exemple parce que c'est un mantra que beaucoup de gens connaissent et c'est un mantra qu'on vient de travailler dans le dernier module qu'on a fait, le module Earth, Terre. Et donc, si je disais, on va chanter le mantra de Ganesh, ce mantra est pour vous ancrer, ce mantra est pour enlever les obstacles qui sont devant nous, ce mantra va faire da 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 da. Okay? J'impose une expérience sur les gens qui sont avec moi. Et même si ils peuvent faire une autre expérience, ils ont déjà quelques idées de ce qui pourrait se passer. Ou sinon, ils vont sentir une certaine pression de faire une certaine expérience. Et là, on veut vraiment pas faire ça avec nos élèves et on veut vraiment pas faire ça avec nous-mêmes quand on pratique. Donc, comment je propose une mantra? Déjà, on sait, il y a un thème, quand j'enseigne la Terre, il y a un thème
Donc on sait que naturellement le mantra va être en lien avec la terre. Ça, je ne peux pas éviter. Mais ce que je dis, c'est qu'on va chanter le mantra. Et les élèves, vous vous détendez, moi je compte, et vous observez ce qui se passe. C'est tout. On chante 108 répétitions du mantra. Et à la fin, on observe. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce mantra? Qu'est-ce que je ressentais pendant que je chantais? Qu'est-ce que je ressens maintenant après les 108 cycles? Et on partage. Et souvent, on voit qu'il y a des tendances. Quand la dernière fois qu'on a chanté ensemble Om Ganapataye Namaha, au début de nos 4 jours ensemble, tout le monde sentait une énergie vers le bas. Et après, petit à petit, l'énergie montait. 4e jour, l'énergie est montée. Et pourquoi? Alors là, c'est la clé de pourquoi on doit rester dans l'observation et ne pas chercher à imposer un résultat. La pratique du yoga et tous ces aspects, donc mantra, mudra, pranayama, etc. C'est une pratique énergétique. C'est une pratique où on amplifie les effets du prana. Donc le prana, une énergie intelligente qui a créé des cosmos. Donc si on accepte le fait que cette énergie est intelligente et qui crée des cosmos, ça veut dire que cette intelligence, cette énergie est plus intelligente que nous. Quand je fais appel au prana, je dois laisser de l'espace pour que le prana agisse intelligemment. Il va toujours agir intelligemment. Mais je ne veux pas contrôler ou chercher à diriger ce que le prana doit faire en moi. Le prana, c'est mieux que moi. Donc je crée tout simplement un environnement où le prana va faire son travail. Donc par exemple, avec cet exemple de Ganesh, le mantra de Ganesh, quand on a chanté le mantra ensemble le premier jour de nos 4 jours ensemble, tout le monde avait exprimé une certaine énergie vers le bas, dans les hanches, les jambes. Certaines ont même dit qu'elles étaient figées au sol, solides. Alors pourquoi? Le mantra a créé une certaine fréquence, la fréquence du dieu qu'on appelle Ganesh, ou cette fréquence qu'on appelle un dieu si vous voulez. Et intelligemment, cette fréquence a su travailler sur les fondations. Une hypothèse que je pourrais faire, c'est qu'on venait de partout en France, donc ça crée beaucoup de vata, beaucoup de déracinement, et donc nos fondations, nos racines avaient besoin de se réénergiser. Il y avait une certaine carence dans les racines. Donc on chante le mantra de Ganesh, le prana qui est plus intelligent que nous va faire son boulot où on a besoin, c'est vers le bas pour le premier jour. On a observé le 4e jour que l'énergie montée, il y avait beaucoup d'expression du cœur, une résonance dans le cœur. On a chanté le même mantra. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prana s'est occupé pendant 2, peut-être 3 jours des racines. Mais ce n'est pas la peine de continuer à travailler sur les racines si ça va. Il n'y avait plus cette carence au niveau des racines. Donc la prana, qui est plus intelligent, va monter ou va faire autre chose. Il ne va pas rester en bas. Donc, quand on a quelqu'un devant nous qui est déjà bien raciné, bien présent dans le monde physique, tous les aspects de la terre sont bien équilibrés chez cette personne. Et maintenant, on lui donne le mantra de Ganesh.
et on lui dit, maintenant tu vas bien sentir tes racines, bien ancrées dans la terre, on est en train de lui donner des mauvais consignes. Parce que si cette personne est déjà bien dans sa terre, le prana, qui est cette énergie intelligente, ne va pas agir au niveau des racines. Le prana va aller ailleurs pour faire un autre travail, un travail du moment, où il y a une carence ou un excès au niveau de cette fréquence. Donc faites très attention, professeur, de ne pas donner une ordonnance. Si quelqu'un a une certaine souffrance ou un aspect en lui qui démontre une certaine carence ou excès énergétiquement, on veut éviter de dire « faites cette pratique pour guérir ça ». On peut lui proposer de faire une certaine pratique parce qu'on sait qu'il y a des tendances dans les pratiques, les mantras, les pranayamas, les mudras, les asanas ont des tendances à stimuler une certaine fréquence, mais on ne veut pas dire qu'il va y avoir ce résultat. Chaque personne fait son expérience. Chaque être a son histoire. Chaque personne a ses carences, ses excès, ses points d'équilibre, ses faiblesses, ses forces. Et quand on fait une pratique énergétique comme le yoga et tout ce qui concerne le yoga, on doit accepter que le prana est plus intelligent que nous et que le prana va travailler, va faire le nécessaire, que nous, on ne peut pas gérer, on ne maîtrise pas en tant que guide et en tant que la personne qui pratique. Donc, professeur du yoga, je vous demande fortement dans votre pratique déjà, d'observer les effets de la pratique, pour que vous soyez sûr de ce que vous enseignez en fait. On enseigne uniquement ce qu'on a vécu, notre expérience. Donc, pour être vraiment centré en nous, pour être sûr de notre pratique, on doit rester dans l'observation. Après, on accepte que chaque personne qui vient à nos cours a son expérience et doit faire son chemin et que chaque expérience de chaque personne est valable. Donc même si quelqu'un pourrait avoir une expérience difficile ou désagréable, on doit l'accepter. Parce qu'une expérience difficile est aussi valable qu'une expérience facile. Une expérience désagréable est aussi valable qu'une expérience agréable. Le yoga n'est pas une pratique de bien-être. Et quand je dis ça, je veux dire on ne va pas vers les arcs-en-ciel, les licornes, les fleurs, etc. On va vers la réalité. Et la réalité est composée de tout ce qui existe. Et quand on parle d'une vraie bien-être, donc je n'aime pas du tout les mots bien-être, mes élèves savent que bien-être c'est un gros mot pour moi. On va vers la satisfaction de l'expérience. Parce que le yoga, l'état du yoga, quand on parle de l'union et on dit c'est l'union du corps, de l'esprit, de l'âme, c'est très réduit. Si on parle de l'union c'est de faire l'expérience de tout. De tout. On unit tout. De faire l'expérience de tout ce qui existe. Et donc en tant que prof, quand nos élèves sont devant nous et on voit qu'il y a certains qui souffrent,
On voit qu'en même temps, il y a d'autres qui pleurent de joie. Tout est vrai pour nous en tant que prof et pour chaque personne. Et c'est ça qui est magnifique, parce que chaque personne est en train de faire une expérience réelle. On ne veut pas, on veut surtout pas entamer une pratique du yoga en créant une autre illusion. On ne veut pas transférer une illusion que voilà, on voit dans les médias, on voit dans cette vie très matérialiste, etc., à une autre illusion où tout va bien. On a l'impression, on crée une intention où tout va bien. Tout est joyeux, tout est beau, les gens sont beaux, la vie est belle, etc. Non. On va vers une réalité. Le yoga, c'est un chemin envers la réalité. Et notre vérité personnelle. Donc, professeur, mots-clés, observation, observer, encourager vos élèves d'observer les effets de la pratique. N'imposez pas un résultat souhaité. Et acceptez les vrais résultats, les résultats qui sont devant vous à chaque instant. D'accord? Ok. Yoga, observation. Namasté. Si vous avez envie de faire l'expérience de ce yoga vinyasa alchimique, je vous invite à nous rejoindre en Espagne pour une semaine du 30 mars, mon anniversaire, jusqu'au 5 avril 2019, un centre de retraite de yoga à côté de Barcelone. Ça va être des pratiques en vinyasa avec les 4 éléments en alchimique, donc la terre, l'eau, le feu et l'air. On va avoir aussi une pratique sur apaiser Vata Dosha, une pratique de yoga transdanse et une pratique de Sahaja Vinyasa. Et ça va être super, ça va être avec un groupe de mes élèves en formation, mais la partie de retraite est ouverte à tout le monde. C'est à peu près un niveau au moins intermédiaire, c'est pas un niveau débutant, mais je serais ravie de vous rencontrer et de pratiquer avec vous pendant une semaine intensive, une semaine forte en transformation personnelle. À bientôt.